Donc, chers amis, chers collègues, chers étudiants, merci de votre présence. Pour cette nouvelle séance de notre séminaire Spinoza Paris 8. Donc, aujourd'hui, une petite annonce à faire d'abord. Enfin, concernant notre séminaire, c'est une annonce interne, mais qui a quand même son importance. Jacques Stetter, qui est là, ici au fond, qui a fondé avec Carmen Alves et moi-même ce séminaire il y a plusieurs années, et avant qu'il soit rejoint par donc, Mario Donoso, qui a organisé pour l'essentiel cette invitation, et puis Xudong Zhang, un doctorant financé aussi, vient de Chine sur Spinoza. Donc Jacques Stetter, qui est donc un membre fondateur de ce séminaire, et qui a été donc doctorant, et puis bonjour Nicolas, et puis qui a beaucoup travaillé, qui a enseigné à Paris 8, etc., vient d'être recruté comme assistant de professeur à l'université de la Nouvelle-Orléans, alors qu'il n'a même pas tout à fait terminé sa thèse, qui fait sous ma direction, ce qui me remplit de joie en ce qui le concerne, de fierté tout à fait illégitime, mais enfin quand même, en ce qui me concerne, et qui, bien sûr, est une marque de reconnaissance très importante pour le séminaire qu'on fait, puisque au fond, c'est très difficile d'être recruté dans l'université, et aux États-Unis tout particulièrement. Et en plus, évidemment, ça conforte non seulement tout le travail qu'on a fait, mais toute cette dimension internationale qui s'était déjà exprimée donc, avec ce colloque Spinoza France-États-Unis, donc, que j'avais organisé avec plusieurs collègues de Paris, mais dans laquelle Jacques, évidemment, avait joué un rôle très important, pour ne pas dire le plus important, notamment dans la publication, pour le fait qu'il est évidemment américain, et que donc toutes les relations avec les professeurs américains, toute la correspondance, ensuite toute la recherche, la traduction de certains textes, enfin tout cela avait demandé beaucoup de compétences, et donc tout ce travail administratif, intellectuel, philosophique a trouvé sa récompense. Et donc nous avons un pied outre-Atlantique. Voilà. Et donc je voulais signaler ça. Donc ça c'est une chose qui ensuite valorise notre séminaire, puisque bien sûr Jacques restera dans notre équipe, et on peut imaginer que dans les années suivantes, outre toutes les dimensions américaines pourront s'enrichir encore. Donc cette année on est plutôt un peu dans le monde espagnol. Et donc on a le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, donc après la conférence de Maria Luisa de la Camara, la séance dernière, donc Pedro Lomba, donc, que je salue, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir parler, donc sur le sujet « Une athéologie du politique, lecture schmittienne de l'anticartésianisme de Spinoza », un programme très alléchant, hein, et nous allons certainement apprendre beaucoup de choses. Donc Pedro Lomba, qui est professeur, donc il enseigne l'histoire de la philosophie à l'Universitat Complutense de Madrid, et qui est donc l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc, je vais lire, malheureusement, à ma grande honte, je ne suis pas hispanisant, et donc je peux quand même Marche de la modernité, un libertinage et philosophie au XVIIe siècle, donc en 2014, la cité hispano-américaine et sa représentation à Madrid en 2017, et il a également fait des traductions, des éditions de Descartes, Spinoza, Bayle et la Boétie. Donc, Pedro Lomba nous fait en plus l'amitié de parler français, ce qui est très appréciable. Donc, nous vous remercions encore d'être parmi nous. On va voir mon français. Et mais, si, je ne me fais pas de soucis à ce sujet-là. Et donc, vous avez la parole pour votre exposé. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois remercier M. Ramon pour l'invitation et M. Donoso possible pour l'invitation. M'excuser pour mon français, je vous assure que je parlais autre temps le français beaucoup mieux que maintenant. Bien, je vais vous lire l'intervention et bien sûr vous pouvez m'interrompre quand vous voulez pour poser des questions. Etc. Et sans plus, je commence à lire. Une athéologie du politique, lecture schmittienne de l'anticartésianisme de Spinoza.
Et sans aucun doute, la conception particulière de la culture et son histoire dans l'œuvre de Carl Schmitt a ouvert des chemins de recherche peu empruntés. Certes, les textes du juriste allemand suscitent aujourd'hui une fascination dans la pensée qui dépasse les limites de la philosophie politique. Toutefois, considérer que l'on y trouve uniquement l'expression d'une réflexion sur l'essence du politique revient peut-être à restreindre excessivement sa portée. Pour cela, je m'efforcerai de classer quelques-uns des éléments les plus significatifs de sa conception de l'histoire de la culture, en me concentrant sur les écrits dans lesquels Schmitt analyse la structure intellectuelle du début de l'âge classique. Pour ce faire, et bien que les idées historiographiques ne se forgent pas isolément dans cette œuvre, je ne prêterai pas une attention particulière aux auteurs à partir desquels la réflexion politique la plus systématique de Schmitt s'est organisée. J'analyserai plutôt quelques-unes de ses observations à propos de Descartes, philosophe pour lequel c'est un véritable lieu commun, au moins depuis les leçons sur l'histoire de la philosophie de Hegel, et que d'affirmer qu'il inaugure la culture des temps modernes. Notre auteur mentionne seulement Descartes occasionnellement, Carl Schmitt mentionne occasionnellement Descartes, d'une façon presque marginale, quoique selon moi très pertinente. Dans certains de ses écrits, il trouve un fondement strictement philosophique à certaines idées qui, comme il l'affirmait à de nombreuses reprises, définissent la forme du siècle baroque. En parallèle, je me poserai la question des raisons de son étrange approche d'un autre philosophe qui, contrairement à ce qu'il se passe avec l'auteur du discours de la méthode, a quant à lui bel et bien développé une réflexion à caractère explicitement politique. Je me réfère à Spinoza, mentionné presque à contre-cœur, peut-être parce qu'il combat, les qualifiant comme des simples fictions, ces fondements posés dans l'œuvre de Descartes. C'est-à-dire, peut-être parce que la pensée du juif d'Amsterdam démentirait d'une façon dont l'analyse occupera la dernière partie de la présente conférence, le schéma à partir duquel le réactionnaire allemand Carl Schmitt pense la structure dernière de la première modernité. Sans doute, la façon dont les auteurs sont convoqués dans son œuvre est significative. Bien souvent, la réflexion politique s'effraie un schéma en proposant un critère à partir duquel il est possible de donner une forme nette à l'héritage culturel que l'on souhaite recevoir. C'est-à-dire, elle s'effraie aussi un schéma en se transformant en une réflexion historiographique. Tout canon se construit puis opère en réalisant une sélection d'auteurs, d'idées, de concepts. En ce sens, l'œuvre de Carl Schmitt est réellement emblématique. Un des écrits schmittiens qui offre le plus d'éléments clés pour comprendre sa conception de l'histoire est une conférence donnée à Barcelone en 1929 intitulée « L'ère de neutralisation et de dépolitisation », dans laquelle Schmitt réfracte sur la culture les principes réellement constitutifs de sa pensée, selon lesquels l'antagonisme est le véritable moteur de la politique. La neutralisation à laquelle le titre fait référence signifie qu'au fur et à mesure du temps, il a été entrepris un constant et peut-être inévitable essai de dépolitisation et neutralisation de ce qui définit la forme de la vie publique de chaque époque. Cependant, un tel essai est voué nécessairement à l'échec. Je cite cette conférence, dit Carl Schmitt, en Europe, l'humanité sort toujours d'un champ de bataille pour entrer en un terrain neutre. Et encore, le terrain neutre, récemment atteint, redevient bientôt un champ de bataille et pose la nécessité de chercher dans ces conférences et quand tel principe doit être pris pour guide afin de comprendre également son analyse du passé. Tant qu'il y a de l'histoire, histoire politique, mais aussi histoire de la culture ou de la philosophie ou de quelque autre discipline que ce soit, il y aura nécessairement des conflits qui ne feront que varier en intensité sans jamais pour autant atteindre des résolutions définitives. Tout type de vie,
vie de l'esprit incluse, surgit et se déploie sur un champ de bataille, se nourrissant nécessairement d'antagonisme. La conclusion du texte possède la clarté des principes fondamentaux. Le centre de gravité de l'existence humaine n'est peut-être un domaine neutre. Ce déplacement du champ du politique à celui de l'histoire de la culture paraît aller de soi. Mais comment s'opère-t-il exactement? La thèse présentée dans la conférence prend corps dans l'analyse du processus historique européen qui va du XVIe au XIXe siècle. Le texte est tissé de deux idées, en apparence incongrues, qui au fond nouent une véritable trame théorique autour de la culture. En premier lieu, Schmitt part de la conviction suivante. Celui qui fait de l'histoire doit la faire en ayant une conscience claire de son propre présent. Un principe explicitement hegelien et implicitement nietzschéen est alors assumé. La compréhension historique du présent est une stimulation essentielle en vue de l'action. Le réactionnaire Schmitt ne peut qu'assumer une telle affirmation. La deuxième idée, dont je tiens à souligner ici l'importance, pourrait être comprise comme une demande d'attention à la nécessité d'éviter les ombres que tout historien non averti projette sur son objet d'étude. Il s'agit alors de désactiver les pièges qui guettent celui qui a l'intention d'offrir quelque chose digne d'être mentionné, dit Carl Schmitt. Si toute exposition et construction historique est saturée de projections et d'identifications naïves, alors l'attention doit être portée à son maximum afin d'éviter ce genre d'automatisme qui consisterait à supposer que les catégories et les mots qui apparaissent dans les textes du passé possèdent une signification identique à celle qu'ils s'occupent dans le présent de l'historien. Tel est le paradoxe apparent dont la solution revient à assimiler définitivement un principe qui va se révéler décisif. Croire que les concepts possèdent une signification, un historique, invariable, donné une fois pour toutes au fil du temps, c'est une erreur qui invalide toute approche intellectuelle du passé. Les concepts sont eux aussi soumis au temps. La conscience de son propre présent exige une réflexion radicale à propos de sa différence par rapport au passé dont il procède. Une réflexion radicale, en fin de compte, sur la nature même des concepts à travers lesquels l'esprit se perpétue tout en se modifiant. L'ombre historiciste de l'hegelianisme s'allonge. Une fois cette sorte d'axiomatique générale acceptée, le ton de la conférence gagne en fermeté. La forme du processus de sécularisation sur lequel repose la culture moderne est signalée très clairement et c'est pratiquement dès le début. Je cite encore cette conférence. Faisons un appel des étapes qui a parcouru l'esprit européen ces 4 derniers siècles, ainsi que de diverses sphères spirituelles dans lesquelles, dans chacun des cas, il a rencontré le centre de son existence humaine. Ce sont 4 grands pas simples séculiers. Ils correspondent à 4 siècles et vont du théologique au métaphysique, du premier au moralisme humanitaire et du second à l'économie. Fin de la citation. L'histoire moderne de l'esprit est ainsi surmontée en 4 étapes dont chacune possède un centre de gravitation qui correspond à une sphère déterminée. La dite histoire, depuis le XVIe siècle, a consisté en un perpétuel déplacement depuis le centre du théologique vers celui de l'économique, c'est-à-dire en un parcours progressif à travers diverses sphères spirituelles et une fixation précaire de l'esprit en 4 champs distincts et sûrement incompatibles. La théologie aurait défini la vie spirituelle du XVIe siècle, la métaphysique celle du XVIIe siècle, la morale celle du XVIIIe siècle et l'économie celle du XIXe. L'histoire moderne de l'esprit européen, donc, reste strictement compartimentée durant 4 siècles dont l'horizon se dessine par bien d'autres sphères qui aspirent à la neutralité et qui, à cause de l'inutilité d'un tel effort, sont qualifiées dans ce texte de champs de bataille. Ainsi donc, une construction constante et une non moins constante destruction des sphères. Tel est le nerf d'une histoire et d'une culture auquel l'allemand attribue de manière quasi automatique un sujet bien déterminé, le dénommé élite active ou élite dirigeante. Il ne veut rien
intellectuelle de ces sujets est délimitée par divers noyaux d'idées qui ne peuvent pas se définir autrement qu'en fonction de ces centres de gravitation. Je cite encore Carl Schmitt, la conférence de Barcelone. Depuis le VIe siècle, l'humanité européenne s'est progressivement dirigée d'un centre de gravité à l'autre. Tout ce qui constitue le contenu de notre évolution culturelle se trouve sous les effets retardés de ces étapes. Au cours des 4 derniers siècles de l'histoire européenne, la vie spirituelle a eu 4 centres de gravité distincts et la pensée de l'élite active, qui a constitué dans chaque cas l'avant-garde, s'est déplacée durant ces siècles le long de divers noyaux d'idées. Fin de la citation. La reconnaissance de la conflictualité en tant qu'essence de la vie de l'esprit est déjà inéluctable. Cela peut seulement signifier que la nature même des concepts et des catégories propres à chaque époque de la pensée, leur compréhension même doit être historique et politique, c'est-à-dire polémique. L'idée est exprimée d'une forme lapidaire. Je cite encore, les concepts spécifiques à chaque siècle obtiennent leur sens caractéristique à partir de ce qui constitue dans chaque cas les champs ou les domaines centraux. Fin de la citation. Le sens et la signification de tels concepts doivent donc être nécessairement changeants, car sens et signification dépendent directement et immédiatement de ces sphères condamnées à être déplacées au profit d'autres. À partir de là, les juristes enchaînent ces idées au sujet de l'histoire de la culture d'une manière vertigineuse. Si chaque centre de gravité spirituelle détermine les catégories centrales de l'existence humaine, comme lui-même dit, son déplacement déterminera nécessairement la formation de nouvelles catégories et de nouveaux concepts. L'allemand relie ces nouvelles élaborations par la relève des élites dirigeantes. Mais ce dynamisme ne peut pas seulement produire l'émergence de nouvelles représentations. D'un mode plus essentiel, il doit produire, et se doit de le faire nécessairement, une mutation profonde dans la signification et les sons des représentations, des concepts et des catégories, propres aux sphères déjà déplacées, étant donné que de toute évidence, les mots persistent au fil des siècles. C'est la claire compréhension de ces déplacements, et seulement elle, qui nous garantit la correcte intellection de ce que l'intelligence a construit au passé. Je cite encore Carl Schmitt. Si au cours des 4 derniers siècles, le centre de gravité de la vie spirituelle s'est continuellement déplacé, avec lui, la totalité des concepts et des mots a dû aussi se modifier sans cesse. Et il est nécessaire de prendre conscience de la polyvalence de chaque mot et de chaque concept. La majorité des malentendus, et certainement les plus grossiers d'entre eux, desquels vivent sûrement beaucoup d'escrocs, dit Carl Schmitt, s'explique comme transposition incorrecte d'un concept dont la racine se trouve dans un champ donné, seulement dans le champ de la métaphysique, ou seulement dans celui de la morale, ou seulement dans de l'économie, aux autres domaines de la vie spirituelle. Fin de la citation. La prise de conscience de la temporalité et de la pluralité historique des significations conceptuelles est donc essentielle. Il convient alors d'analyser les couches sémantiques successives qui ont progressivement adhéré au concept, puisque leur intelligibilité, celle de l'ensemble et celle de chacun d'entre eux, est nécessairement historique, c'est-à-dire politique. Cela signifie rigoureusement que les contenus et les limites de l'horizon de la réflexion des hommes, c'est-à-dire leur vie psychique intérieure, ce qui est pensable, sont également déterminés par un mode historique ou politique. Les variations du sens et de la signification de ce qui est désigné dans le texte comme les typiques clercs de chaque époque se donnent en parallèle à celles des centres de gravitation spirituelle propres à chaque siècle. Schmitt explique ce qu'il nomme lui-même pluralisme de concepts.
d'où est parti le juriste allemand est en réalité rigoureux. On ne peut pas nier qu'il ait construit toute une théorie autour de la culture en s'appuyant sur l'idée fondamentale de la nécessité de l'antagonisme. Cependant, l'antagonisme n'est pas seulement la forme du processus historique européen dans sa généralité. Chaque époque concrète doit être pareillement traversée par la conflictualité et doit être définie en son essence même par quelques types de manifestations, aussi en théorie, de sa violence intrinsèque. Schmitt le suggère quand il tente de couper court à toute possibilité d'équivoque quant à sa théorie de l'histoire comme séquence d'étapes. Sa division en périodes clairement structurées ne suppose pas qu'en chacune d'entre elles soit seulement donné les centres de gravité qu'il a définis. Qu'une sphère spirituelle déterminée soit emblématique d'une période signifie que l'image évidente du monde est configurée depuis cette période. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble des significations propres à ce siècle soit unique dans le temps où celle-ci prévaut. Dans le cas contraire, le déplacement de ces dix centres serait difficilement intelligible car il n'obéirait à aucune cause assignable. S'il y a des déplacements de sphères, ce seul mouvement peut être le résultat de la tension, de la violence qui traverse et donne une forme spécifique à chaque époque de la pensée. On se doit toujours de partir du constat d'un pluralisme qui détermine la possibilité même de l'inactualité de certaines idées et attitudes dans une période historique concrète. Inactualité, cela dit en passant, qui doit avoir un prix très élevé pour qu'il incarne. Ce qui existe vraiment est toujours ce qui est désigné dans les textes comme une coexistence pluraliste d'étapes qui n'appartiennent pas au présent. Le présent est tissé, pour ainsi dire, par des strates temporelles et spirituelles hétérogènes. Par conséquent, à chaque époque circulent aussi des idées, catégories et concepts parfaitement inactuels. Du seul fait d'être propre à des époques passées, telle semble être l'idée la plus séduisante pour les réactionnaires allemands, mais aussi du fait d'annoncer ou d'anticiper des sphères ou des noyaux spirituels futurs. Pour cela, chaque centre de gravitation de la vie spirituelle d'une époque ne peut se révéler autrement que comme un champ de force, un ensemble de différentes idées, catégories, concepts et attitudes, condamnés irrévocablement à se transformer en un champ de bataille, c'est-à-dire à produire une mutation ou un déplacement du centre de gravité spirituelle qu'il a défini. La lutte, autant sur le terrain de la politique que sur celui de la culture naturelle et de l'arbitre humain et personnel du monarque, s'il s'agissait de la loi politique ou sociale, n'est pas aussi chez Hobbes très exactement d'une autorité qui dispose de la puissance ou de la force capable de l'instaurer et d'obliger d'une manière ou d'une autre à son exécution. Cette sorte de paradoxe qui traverse la philosophie de ces deux grands représentants de la culture moderne donne le ton à l'idée que Schmitt s'est fait à propos de la forme spirituelle de cette période historique. Au fond, décisionnel, personnalisme et volontarisme constitueraient une sorte de triade conceptuelle dans laquelle se cacherait sa structure ultime, tant métaphysique que politique. Celle du baroque, comme c'est le cas de toutes, est une époque de la pensée essentiellement conflictuelle. Je cite le texte de Carl Schmitt. Il est curieux qu'un des représentants les plus importants de la science naturelle abstraite du XVIIe siècle accentue de la sorte son personnalisme. Il parle de Hobbes. La clé réside en l'intérêt que portaient les juristes à apprendre la réalité effective de la vie sociale de la même façon que cela pouvait intéresser les philosophes et quiconque cherchait la nature de la réalité naturelle. Il n'a cependant pas réussi à se rendre compte du fait qu'il y a une réalité et une vie juridique qui n'est pas nécessairement la réalité des sciences naturelles. La pensée juridique n'était alors pas aussi assujettie à la science naturelle pour, étant donné l'intensité de sa conscience scientifique, que Hobbes puisse passer à côté de la spécifique réalité du droit qui réside en la forme juridique.
Fin de la citation. Alors, ou bien arbitre, ou bien nécessité. Tels sont les termes de l'enjeu de la modernité. Une nouvelle époque arrivera lorsque disparaîtra l'élément décisionnel qui avant soutenait le concept de souveraineté. Autrement dit, quand la conséquence de la pensée scientifique naturelle exclusive pénètre également jusqu'aux normes politiques pour supplanter la pensée juridico-éthique qui avait été dominante à l'époque des Lumières. La distinction entre la vie sociale et la réalité naturelle qui prévalait au XVIIe siècle sera ainsi dépassée. Si le théisme était la métaphysique qui rendait évidente, qui légitimait de la manière la plus naturelle qui soit la monarchie absolue, le déisme du XVIIIe et du XIXe siècle, athéisme y compris, rendra évident le légitimement automatiquement l'état de droit ou la démocratie. Car cette nouvelle métaphysique élimine définitivement de son sein tout élément décisionnel et volontariste, obligeant alors à l'identification analogique des lois naturelles à la légalité normative. Voilà les vrais ennemis que Schmitt combat durant l'entièreté de sa vie intellectuelle. Je cite Carl Schmitt. L'idée de l'état de droit moderne s'affirma en même temps que le déisme, par le biais d'une théologie et d'une métaphysique qui bannissait du monde les miracles et n'admettent pas la violation à caractère exceptionnel des lois naturelles, implicite dans le concept de miracle produit par intervention directe. Elles n'admettent pas non plus l'intervention directe du souverain dans l'ordre juridique en vigueur. Le rationalisme du siècle des Lumières n'admet pas de cas exceptionnels, dans aucune de ses formes. C'est pour cela que la conviction théiste des écrivains conservateurs de la contre-révolution peut tenter de renforcer idéologiquement la souveraineté personnelle du monarque par des analogies empruntées à la théologie théiste. Fin de la citation. On trouve dans ces lignes beaucoup d'idées à propos de l'histoire et de sa forme. En premier lieu, cela ne fait pas sens scientifiquement que de parler d'un progrès ou d'une direction unique quand on fait de l'histoire politique ou de l'histoire intellectuelle. Les époques de la pensée ne s'annulent jamais définitivement. Les écrivains réactionnaires du XIXe siècle, et Schmitt y compris, défendent un retour au théisme des époques antérieures. En second lieu, pendant au moins les 2 derniers siècles de l'histoire européenne, une forme d'organisation dont les fonds théoriques ou métaphysiques reposent sur la négation de toute transcendance créatrice des normes, lois et légitimités a prévalu. Cependant, il est clair qu'une telle négation d'une transcendance divine ou humaine définie par la liberté de l'arbitre s'est également trouvée au XVIIe siècle et a constitué le revers ou l'ombre de son sang commun et a représenté une partie essentielle de sa structure polémique ou conflictuelle. Le XVIIe siècle est aussi le siècle durant lequel la lutte théorique contre le théisme acquiert des forces qui se perpétueront au cours des 2 siècles suivants. Le XVIIe siècle, également, siècle du déisme, envisage avec horreur et stupeur combien cette doctrine, nouveau nom de l'athéisme, menace de faire trembler les fondements métaphysiques et politiques sur lesquels repose son sang commun. Le XVIIe siècle, comme toutes les époques de la pensée, rejette d'un geste horrifié, bien que décidé, l'inactualité de telle idée. La sociologie conceptuelle est appelée à occuper une fonction réellement importante dans la réactivation de l'historiographie philosophique. Elle ne s'avère pas seulement être une méthodologie très précise pour dégager quelles idées ont configuré les cinq communes d'une époque. À l'inverse, elle nous apporte aussi une clé très utile, à mon avis, à la compréhension des raisons pour lesquelles certaines idées ont été rejetées, et même pour chasser son égard à partir du moment où elles sont apparues, parce qu'elles portaient directement, explicitement atteinte à ces cinq communs, à ce qui était considéré comme métaphysiquement et politiquement évident.
La sociologie conceptuelle explicite très clairement, d'une façon positive et négative, les deux pôles qui structurent la violence théorique qui donne à chaque époque significative de la pensée sa tension particulière, son ton. Si au XVIIe siècle, la métaphysique de Descartes est hégémonique au sein où elle définit et consolide l'évidence à la fois politique et métaphysique du siècle, elle se doit donc de posséder une sorte de contrepoids, une ombre qui remet systématiquement en question son fond ultime et essentiel. Et la sociologie des concepts schmittiens, d'une manière ou d'une autre, le souligne fermement. Tout ça en commun se construit comme une sorte de miroir déformant qui reflète une image immédiatement considérée comme grotesque, comme une aberration, comme une folie ou une manifestation du mal. Si l'œuvre de Schmitt nous enseigne bien quelque chose, c'est que la désignation d'un ennemi, de quelque chose complètement autre et son immédiate négation existentielle, sa mise hors la loi, et même sa mise hors de l'humanité, est un premier moment le plus essentiel dans la constitution de toute identité, tant individuelle que collective. Le sang commun qui en métaphysique et en politique prévaut pendant le siècle du baroque perçoit cette ombre dans le système de Spinoza. Cet ennemi théorique total qu'il se doit de combattre de toutes ses forces. Et le juriste, Carl Schmitt, 3 siècles plus tard, met toute son énergie au service d'une lutte similaire. Dans beaucoup de ses écrits se poursuit la persécution que connut le spinozisme au XVIIe et XVIIIe siècle. Spinoza, lui aussi, représenta une option idéologique souterraine au moins jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Le champ de bataille est déjà polarisé et le juriste Schmitt a beaucoup contribué à cette polarisation. Dans ses écrits, les Juifs d'Amsterdam se transforment en l'emblème de l'abîme de l'abandon de toute théologie politique vers lequel l'Europe s'est précipitée au cours des 4 derniers siècles. En tout cas, il est indéniable qu'à la triomphante et lumineuse sonne de la tradition que Schmitt prétend récupérer et réactiver pour construire un barrage théorique qui contienne efficacement l'essor du libéralisme et du socialisme athée, correspond une sonde d'ombre qui demande catégoriquement et constamment la forme cartésienne et hobbesienne, c'est-à-dire la triomphante sonne forme décisionnelle et personnaliste de la modernité, de l'âge classique, c'est-à-dire une tradition de pensée nécessairement clandestine qui nie systématiquement les idées qui structurent les positions théoriques de Hobbes et de Descartes. Ou, exprimé autrement, une tradition depuis laquelle s'affirment des idées incompatibles avec les idées plus cruciales de ces courants décisionnels et personnalistes qui ont prévalu au cours du siècle. Assurément, les époques actives de la pensée sont traversées par les conflits et l'antagonisme. Elles sont, sans aucun doute, de vrais champs de force qui, en théorie, terminent par se transformer en de véritables champs de bataille. Si l'on devait fabriquer un nouveau syntagme par lequel désigner l'attitude théorique spinozienne face à la politique et la métaphysique structurée autour de la notion centrale de libre arbitre, un tel syntagme pourrait être celui d'athéologie politique. Il est surprenant de constater que Spinoza lui-même fut très proche de développer quelque chose de semblable à la sociologie des concepts schmittienne, bien que depuis une position théologique et métaphysique tout à fait opposée à celle de Schmitt. Dans bien des passages de l'éthique, par exemple, il prouve littéralement la correspondance nécessaire entre la structure conceptuelle de la forme politique évidente dans un siècle et la structure de l'image métaphysique du monde forgée à la même époque. Mais il le fait pour critiquer de manière impitoyable les fonds ultimes qui explicitent une telle analogie systématique. Dans l'œuvre du Juif d'Amsterdam, les concepts théologiques par lesquels il donne forme au dieu de la théologie politique, le dieu du théisme,
et les concepts juridiques ou politiques qui sont analogues au premier, les monarques qui décident et créent librement la loi, sont dénoncés de la même façon que sa structure systématique comme des simples fictions, mais comme des fictions nécessaires. La négation du Dieu, du théisme, un passage de théologie politique 2, c'est-à-dire sa reprise de théologie politique 40 ans après la première rédaction, est très clair à cet égard, et je le cite. Tant que l'être humain sera un être anthropomorphique, c'est-à-dire un être similaire à l'humain, il se comprendra lui-même et comprendra les relations avec ses semblables par le biais de ses images. L'anthropomorphisme inescapable de la pensée humaine peut se présenter comme un biomorphisme, technomorphisme ou sociomorphisme. Le roi peut apparaître comme un dieu et Dieu comme un roi. Dieu peut être pensé comme une espèce de moteur électrique du monde. Et l'être humain lui-même se sert de toutes ces images pour se comprendre lui-même, et il se comprend scientifiquement lui-même par son dispositif psychophysique comme une capsule spatiale. Fin de la citation. Je n'ai jamais compris très bien ce qu'il veut dire cette capsule spatiale. Comunque, à l'italien. Fin de la citation. Par sa nature, l'homme est destiné à se comprendre lui-même, aussi de manière scientifique, dit Carl Schmitt, à travers certaines images qui ne peuvent pas être bien différentes de celles qui définissent l'anthropomorphique théologie politique qui a donné lieu, selon Schmitt, au monothéisme chrétien. Avec de tels présupposés, il n'est pas surprenant que notre auteur, Carl Schmitt, défende sa réactivation, car grâce à elle, et seulement par elle, un fond ultime et inaliénable de vérité s'incarnerait. Spinoza, au contraire, est un penseur très subtil sur ce point. Il a aussi assumé, comme je disais, la nécessité de ce genre d'image. Là où il y aura des hommes, dit Spinoza, l'imagination s'enflammera. Mais cela signifie qu'elle occupera la place de l'entendement. Et l'activation d'un frein effectif à la puissance de son imagination, il ne sera pas en capacité de comprendre quoi que ce soit, et encore moins de se comprendre lui-même. La conséquence de cela tombe alors par la logique de son propre poids. Seul le commun des mortels, prisonnier de son imagination et de ses passions, et tout homme, y compris les sages, est un commun des mortels durant la majeure partie
Dans un escolier de l'éthique, Spinoza l'affirme d'une élégance et pertinence difficilement égalables. Et je cite Spinoza, finalement. Les vulgaires entendent par puissance de Dieu la volonté libre de Dieu et en droit sur toutes les choses qui existent. Choses qui, pour cette raison, sont communément considérées comme contingentes. On dit en effet que Dieu a le pouvoir de tout détruire et de tout anéantir. De plus, on compare très souvent la puissance de Dieu avec la puissance des rois. Mais nous avons réfuté ces opinions dans les corollaires 1 et 2 de la proposition 32, partie 1, et par la proposition 16, partie 1, nous avons montré que Dieu agit par la même nécessité qu'il le fait se comprendre lui-même. C'est-à-dire que de même qu'il suit de la nécessité de la nature divine, ainsi que tous l'admettent unanimement, que Dieu se comprend lui-même, il suit également de la même nécessité que Dieu produit une infinité de choses en une infinité de mondes. D'autre part, nous avons montré par la proposition 34, partie 1, que la puissance de Dieu n'est rien en dehors de l'essence active de Dieu. Par conséquent, il nous est aussi impossible de concevoir Dieu n'agissant pas que Dieu n'existant pas. De plus, si j'avais envie de poursuivre cette argumentation, je pourrais montrer encore que cette puissance que les vulgaires supposent à Dieu est non seulement une puissance humaine, ce qui montre que les vulgaires conçoivent Dieu comme un homme ou à l'imitation de l'homme, mais encore enveloppe l'impuissance. Mais je ne vais pas revenir si souvent sur ce sujet. J'ai pris seulement, mais instamment, le lecteur d'examiner plus d'une fois ce qui a été dit là-dessus dans la première partie de la proposition 16 jusqu'à la fin. Car nul ne pourra comprendre correctement ce que je vais établir s'il ne prend garde de ne pas confondre la puissance de Dieu avec la puissance humaine des rois ou de leurs droits. Fin de la citation. Ces escoliers est d'une importance cruciale. Ils sont livrés de manière vraiment extraordinaire les véritables clés herméneutiques pour la compréhension de la difficile métaphysique contenue dans la première partie de l'éthique, et par extension dans toute l'œuvre de Spinoza. Comme il est dit dans le texte, la clé principale n'est autre que l'assomption que Dieu doit être pensé d'une manière radicalement distincte de la manière dont il a été conçu depuis les positions théistes à partir desquelles la théologie politique a été élaborée jusqu'au XVIIe siècle. Le Dieu de Spinoza, bien entendu, ne renferme aucune analogie au concept moderne des souverains. Et seule la compréhension de l'impossibilité d'établir un tel parallèle ouvre l'intellection de cette œuvre majeure de la pensée qu'est l'éthique. Seule la complète assomption du concept de Dieu qui y est proposée conduira à comprendre que toute conceptualisation de la politique basée sur l'idée d'arbitre ou de volonté possède un caractère exclusivement fictionnel. Les droits ou la puissance de Dieu ou du monarque n'a nullement à voir avec aucune représentation de son pouvoir. Par conséquent, ça n'a pas non plus à voir avec aucun type de considération d'une transcendance depuis laquelle Dieu ou les monarques opéraient en créant des lois. La pensée de Spinoza blinde l'horizon de l'immanence par un mode des plus radicaux. La nécessité naturelle, évidemment, n'admet pas d'exception, car elle n'est autre que la divinité même. Ainsi donc, l'inactualité qui, depuis la théorie schmittienne de la culture, doit être attribuée à l'œuvre de Spinoza, signifie qu'au XVIIe siècle également se donnent des idées incompatibles avec celles qui définissent son sens commun métaphysique et politique, pour anticiper ou annoncer de nouvelles sphères, non plus pour diriger son regard vers les anciens ou pour les perpétuer en les revêtant de nouveau autour. La coexistence pluraliste
sur laquelle écrit Carl Schmitt doit être également comprise comme une coexistence de strates temporelles distinctes au sein d'une même époque, comme coexistence au moins de deux sphères en lutte ouverte qui seraient inactuelles, mais chacune à sa façon. L'une parce qu'elle annonce des temps ou des sphères futures, l'autre parce qu'elle réanime ou prolonge un temps ou une sphère déjà dépassée. Ce qui est vraiment actuel dans le sens de l'évidence métaphysique et politique correspond à cette dernière strate. Au moins, cela a été le cas dans le début de l'âge classique. Le cartésianisme, malgré lui tourné vers le passé, serait théoriquement incompatible avec le spinozisme. Ombre qui, comme l'affirme à plusieurs reprises Schmitt, se projette vers un futur que les juristes considèrent comme funeste. En effet, Schmitt est pleinement conscient que les représentations de l'immanence qui dominent le XIXe siècle ont été forgées et anticipées en très grande partie par les Juifs d'Amsterdam. Par conséquent, la généalogie de ce qu'affirment les juristes sur la doctrine politique de ce siècle doit prendre pied dans l'œuvre de Spinoza. Une telle doctrine se nourrit d'identité dont les fondements ultimes reposent en de telles représentations de l'immanence. La négation spinozienne de la transcendance et de la volonté de Dieu et du monarque anticipe ainsi des temps catastrophiques, selon Schmitt. Le temps de l'évidence de la démocratie et de l'état de droit. Je cite encore par la dernière fois Carl Schmitt. Les concepts toutes les identités qui réapparaissent dans la doctrine politique et juridico-politique du XIXe siècle s'appuient sur ces représentations de l'immanence. La thèse démocratique de l'identité entre gouvernants et gouvernés, la théorie organique de l'État et l'identité entre État et souveraineté, la doctrine de l'État des droits de Crabbe et l'identité entre souveraineté et ordre juridique, et pour finir, la théorie de Kelsen sur l'identité entre l'État et l'ordre juridique. Depuis que les écrivains de la Restauration ont développé une théologie politique, la lutte idéologique de leurs adversaires radicaux dans l'ordre existant s'est concentrée, avec une conscience chaque fois plus claire, autour de cette croyance en Dieu, expression fondamentale et extrême de la foi en une domination et une unité. Fin de la citation. Toutes les identités dont s'alimente la théorie politique du XIXe siècle concordent avec les représentations de l'immanence. Pour cette raison, la bataille qu'entament les écrivains de la Restauration, les écrivains réactionnaires dont Schmitt fait partie, veut faire partie, se centre sur la croyance en un Dieu souverain et transcendant, en un effort pour réactiver une théologie et même une métaphysique politique efficiente de tendance classique. Par conséquent, la représentation de l'immanence, le spinozisme, ne peut pas être considéré autrement que comme son pôle négatif, comme une métaphysique qui implique une politique décidément athéologique. J'employerai les termes que Schmitt a utilisés. De ces idées spinoziennes à propos de Dieu, à l'affirmation d'une identité ou d'une identification analogique des lois naturelles à la légalité normative, il n'y a qu'un pas. Brièvement dit, le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu que Schmitt perçoit comme le Dieu baroque. Dans tous les cas, et malgré la radicalité de cette critique, Spinoza est clairement conscient de l'opérativité politique de ces fictions, avec elle le problème de la légitimation se résout relativement facilement. L'histoire est le témoin de cette manière par laquelle les monarchies ont été légitimées jusqu'au moins la seconde moitié du XVIIIe siècle.
faisant appel à leur filiation divine et ainsi à un droit d'origine transcendante à toute normativité positive. Les Juifs d'Amsterdam n'ont pas été les seuls à le comprendre à son époque. Je pense à Gabriel Naudet, par exemple, qui fait la même chose. Mais les intérêts théoriques du juriste allemand sont tout à fait étrangers à ce développement. Les paris politiques de Schmitt, en effet, s'est clairement montré à chaque moment de son écriture, et c'est ce pari qui, au fond, a déterminé le contenu et la portée de ses intérêts théoriques. Catholique militant, décisionniste, réactionnaire par conviction théorique personnelle, il compte récupérer pour son présent, face à l'imparable poussée du libéralisme et du socialisme athée, le concept de Dieu et de souveraineté du début de l'âge classique, dans les années durant lesquelles la mort de Dieu est proclamée le plus fortement. Schmitt tourne son regard, anxieux et furieux à la fois, vers une d'éviter d'avoir la sensation que ce sont ses convictions politiques qui l'amènent à sélectionner et éliminer les traditions des pensées, les idées, les attitudes, en fonction de leur adéquation aux fins qu'il se propose. Un vif mépris d'une clarté éblouissante se reflète dans sa prose scientifique envers tout ce qu'incarne, d'une manière ou d'une autre, le parlementarisme, ce qui l'anticipe ou le favorise. En parcourant quelques textes schmittiens des années 20, il ne peut plus y avoir le moindre doute sur le fait que la réflexion des juristes sur l'histoire et la culture est pratiquement indiscernable de ces réflexions politiques. Il déploie pour cela une pensée historiographique en forgeant un critère inflexible par lequel construire un héritage culturel à l'auteur de ses désirs politiques. Politique et culture, politique et histoire sont les deux tranchants de la même lame. Les choix et les rejet particuliers, le mépris et la fascination pour certaines idées, concepts et attitudes que Schmitt exhibe dans ses écrits manifestent clairement son intention d'élaborer un canon qui soit en même temps intellectuel et politique. Et Spinoza n'a pu qu'être exclu de ce canon élaboré pour penser le début de l'âge classique. Car Spinoza anticipait et préfigurait des temps réellement dantesques pour Schmitt. Le temps d'une éclipse de toute théologie politique, c'est la même qui prie sous la démocratie et l'état de droit. Le frère de Schmitt a activement participé à la bataille qui définit ces années de la pensée européenne. Malgré sa défaite, Schmitt continue d'exercer sur la pensée d'aujourd'hui une fascination difficile à conjurer, une fascination probablement similaire à celle qu'exerça toujours sur Schmitt la pensée de Spinoza. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre ma place pour poser la discussion. Bien, merci beaucoup pour votre exposé. Vous vérifiez que ça marche là, ouais. Votre exposé extrêmement riche, extrêmement. Je sais pas, peut-être. Enfin, je sais pas si vous avez entendu ce qu'au fond. La salle est un petit peu sourde. Moi, c'est le grand âge, mais je n'entendais pas toujours tout. Enfin, donc je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais je vais justement poser un certain nombre de questions. Non, c'était très intéressant, si vous voulez, pour des thèmes qui sont très importants en eux-mêmes. Mais alors moi, mon problème, c'est que je ne connais pas très bien l'œuvre de Schmitt, donc on va être un peu sur des... Je ne sais pas si la discussion va pouvoir vraiment s'accorder, enfin, espérons. En tout cas, j'ai quelques questions à poser éventuellement sur l'âge classique. Et sur, si vous voulez, la première chose, enfin, il me semble que ce qui est très intéressant dans ce genre d'exposé, enfin l'exposé de cette pensée, c'est que ça évite à se poser la question d'une périodisation de la pensée ou de la philosophie ou de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Et moi, quand je vous entends, et donc si je vous ai bien compris, parce que c'est toujours difficile de savoir si on ne fait pas des erreurs, hein, je me dis toujours, donc j'aurais plusieurs questions, vous allez nous y répondre facilement, mais comment peut-on
caractériser l'esprit d'une époque ou le centre de gravité conceptuel d'une époque. Enfin, je veux dire, au moyen de quoi? Parce que il est évident que si on prend le XVIIe siècle, enfin, ça pose tout un tas de problèmes, enfin presque insolubles. Parce que, premièrement, dans l'esprit de qui, à cette époque, c'est déjà très difficile. Parce que vous dites que Descartes, enfin vous dites, Schmitt dit que Descartes exprime, je ne sais pas si c'est le mot que vous employez, l'état de la pensée ou le centre de gravité de la pensée au XVIIe siècle. Enfin, je veux dire, Descartes s'oppose, pour commencer, à toute la scolastique, etc. Donc, il l'exprime si on veut, mais enfin, il a eu beaucoup de querelles en Hollande, il est parti 30 ans de France, il a dû combattre à Utrecht, il avait des amis, il avait des ennemis, etc. Donc, c'est Descartes, on ne peut pas dire qu'il exprime clairement, de façon transparente, une pensée, que ce soit d'ailleurs une pensée qui serait celle du siècle. Il a eu beaucoup d'ennemis, vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, je suis... ensuite, Spinoza, si on prend l'inverse, c'est vrai qu'il a été persécuté, si on veut, mais enfin, il avait quand même, dès le XVIIe siècle, tout un cercle d'amis. Leibniz avait voulu se faire communiquer l'éthique. Le roi de France avait, c'est une légende, mais enfin c'est une légende significative quand même, envoyé un émissaire pour lui rendre hommage. Il a reçu des offres de travail de l'université de Heidelberg. Donc Spinoza n'est pas si clairement que ça à l'opposé de son siècle. C'est ce que je veux dire. Donc, je suis toujours très étonné quand on peut comme ça penser qu'une époque est plutôt métaphysique, personnaliste, décisionnaire, et que Spinoza, qui représente tout le contraire, donc la pensée immanentiste, nécessitariste, etc., est le contraire de cette époque. Je me demande toujours. Alors, bon, ça c'est une question très générale, donc sur la possibilité de périodiser l'histoire de la pensée. Et disons, un point de détail pour commencer. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Donc Schmitt, d'après ce que vous avez dit, estime que Descartes et Hobbes sont l'expression parfaite de la pensée du XVIIe siècle, et en fait de sa politique implicite, enfin je veux dire... bon. Eh bien alors, et que Spinoza en est le négatif. Bon. Mais lui-même, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, il voulait, au XXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle, rétablir une pensée qui serait comme une métaphysique du XVIIe siècle. C'est ça que vous avez dit? Parce que ce n'est pas contradictoire. Parce que pourquoi il voulait faire une pensée qui ne serait pas l'expression de son temps? C'est ça que... enfin, je veux dire... si on a l'idée que chaque époque a un centre de gravité, il vaut mieux exprimer ce centre de gravité, non? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que Schmitt, c'est drôle par rapport à sa propre théorie, voulait être en quelque sorte le négatif du 19e ou du 20e siècle? Simplement parce qu'il était réactionnaire, c'est juste ça? Simplement parce qu'il est très réactionnaire. Oui. Et ça. Oui. Et Schmitt, ce qu'il dit, c'est que son propre temps est le temps du nihilisme. Oui. Qu'il faut chercher une sortie à ce temps d'obscurité, de décadence, etc. Oui. Et lui pense que la meilleure façon de trouver une sortie à ce nihilisme est un retournement au passé. Mais d'accord, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec l'idée que la pensée... réactionnaire. Oui. Et un réactionnaire. Ouais. Et un... Comment dire? Et un anti-moderne. Oui, ça j'ai bien compris, mais ça me semble, comment dire, ça me semble étrange parce que si on considère qu'à une certaine époque, c'est Descartes qui exprime bien son époque, son siècle, puis après c'est quelqu'un d'autre, ça va être, je sais pas, au XVIIIe siècle, ça va être, je sais pas, Rousseau par exemple, après au XIXe encore autre chose, bah, c'est comme s'il y avait une sorte de marche en avant, d'évolution de la pensée humaine. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on choisit de se mettre à côté. C'est parce que, Voilà. d'après moi, Oui. je pense que Schmitt, sa conviction est qu'il n'y a pas une marche en avant, une marche En arrière. en arrière. D'accord.
Bon, très bien. est un réactionnaire. Ah oui, ça, Donc, je sais. lui revendique comme les réactionnaires espagnols, par exemple, Ah oui. les années 30, Ouais. le Moyen Âge, D'accord. les formes politiques du Moyen Âge. Et Oui. sa revendication D'accord. du national-socialisme, par exemple, Bien sûr. schmittienne, est une revendication qui a un lien avec cette nostalgie Oui, mais des temps avant la modernité. d'accord. de l'âge Mais classique. c'est d'un point de vue stratégique, ça me semble bizarre. Supposez que je sois Carl Schmitt. Supposons, un instant. Je suis au XXe siècle, je veux imposer mes idées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, la marche des histoires de l'homme va vers mon système. C'est-à-dire, je vais essayer de construire une histoire dont je serai la fin, l'accomplissement. Mais je ne vais pas écrire une histoire dont je suis, en quelque sorte, le négatif, ou qui me met à côté. Vous voyez, il était plus intelligent de construire une histoire qui progressait vers le schmittisme qu'au contraire une histoire dans laquelle il était toujours plus à côté. C'est pas stratégiquement, c'est pas habile. Non mais bon, c'est comme ça. C'est comme, Je crois. je crois que c'est comme ça. D'accord, Carl d'accord, Schmitt ouais. est Mais c'est un nostalgique du passé. Oui, mais Pour lui, le processus de la modernisation Oui. qui commence au XVIe siècle Oui. est un processus au pire, oui, c'est un de fractionné. décadence. D'accord. Bon, j'aurais d'autres questions à poser, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Monsieur, vous avez levé le doigt? Oui. Une petite question, oui. Parlez bien fort pour qu'on vous... Oui. Oui, enfin, bon, j'ai lu un peu Carl Schmitt, mais je suis d'accord avec cette constatation qu'il est réactionnaire, qu'il est même fascisant. Mais comme pour tout philosophe, il y a quand même une certaine ambiguïté. Enfin, tous les philosophes ont des ambiguïtés, hein, c'est-à-dire dans leur pensée. On connaît Heidegger, si on va très loin, dans l'Antiquité, Platon, l'antidémocratique, mais d'un autre côté, il y a des aspects révolutionnaires chez Platon. Chez Carl Schmitt, il a quand même, vous avez énoncé sa thèse principale, une de ses thèses principales qui est très fondamentale. C'est une phrase. Tous les concepts de la politique moderne, de la modernité, d'après c'est pas mot à mot, hein, enfin, le sens c'est que tous les concepts de la modernité, de notre époque moderne, sont une certaine sécularisation Des concepts théologiques. religieux. En ce sens que cette idée, cette formule, peut être aussi utilisée par des pensées progressistes, des pensées, pas une pensée révolutionnaire, mais pour critiquer la modernité telle qu'elle est, mais pas dans un sens de retour en arrière, mais dans un sens de la dépasser. En faisant une certaine... Dans cette phrase, il y a un certain parallélisme en disant que l'étatisme, c'est finalement une certaine continuation de cléricalisme. L'économie, c'est une certaine transformation de ce qui était avant. Par exemple, je ne vais pas analyser plus que ça, mais enfin, il y en a quand même pas mal de penseurs progressistes aussi qui ont utilisé cet aspect un certain nombre d'aspects de pensée de Carl Schmitt pour essayer pour critiquer, mais dans un sens pas rétrograde, la modernité actuelle. Oui, Carl Schmitt est un penseur qui a été utilisé par disons qu'il y a des disciples tout à fait réactionnaires, aussi réactionnaires que lui-même, mais aussi des disciples de gauche, mais de gauche extrême. Ce qui m'intéresse,
personnellement, si je peux parler sûr. personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la théorie de la culture que construit Carl Schmitt. Est vrai, je suis d'accord, est vrai que lui, disons, qualifie, valorise constamment cette culture, cette histoire qui l'intéresse, d'une façon que nous pouvons dire aussi très réactionnaire et très, disons, très marqué politiquement, mais d'après moi, il construit une théorie de la culture assez riche, assez riche. Et surtout, il construit une théorie de la culture motivée par une pulsion révolutionnaire qui est la sienne propre. Lui est un fasciste. Il veut faire une révolution politique et construit toute cette théorie pour appuyer théoriquement cette révolution. Mais une révolution, faire la révolution ne signifie nécessairement faire la révolution pour progresser, pour... L'idée de progrès est un peu ambiguë. Il veut progresser vers le passé, s'il est possible de parler, de le dire comme ça. Mais il veut faire une révolution. Le fascisme est un mouvement révolutionnaire. Et Schmitt est un fasciste. Même un nazi. Oui. Ouais, un nazi. Tout à fait. Mario Donoso. Merci beaucoup Pedro, merci beaucoup pour ta conférence très éclairante. Je voudrais connaître ton avis par rapport à un point qui m'a semblé toujours frappant dans la lecture que Schmitt fait de Spinoza, qui m'a toujours un peu surpris. C'est le fait que Schmitt lit Spinoza à partir de ce qu'il appelle sa métaphysique. Alors, quand il a développé sa théorie en disant la politique spinoziste se déduit ou se suit de sa métaphysique. Et moi, j'ai l'impression que cette affirmation est un peu injuste avec la politique spinoziste. Et j'aimerais bien savoir ce que tu penses, je te raconte. Parce que chez Spinoza, c'est vrai qu'on pourrait déduire, on pourrait penser qu'il y a une certaine politique qui se suit de sa métaphysique, qui est la démocratie. Mais je pense qu'il y a d'autres théories politiques qui se trouvent notamment dans le TTP qui ne sont pas très proches avec sa métaphysique. Alors, je suis en train de penser, par exemple, dans le moment du contrat où il apparaît le transfert à l'autre. Dans le moment où il y a le transfert à l'autre, il y a un souverain qui n'est pas un roi volontariste, qui n'est pas le roi des miracles qui va critiquer Spinoza, mais qui a une certaine capacité de décision. Et il y a un texte qui m'a beaucoup surpris chez Spinoza, dans le traité théologico-politique chapitre 19, dans lequel Spinoza il commence à parler sur les droits qu'a le souverain d'interpréter les lois, les affaires sacrées. Il dit, et là je pense qu'il donne pas une définition, mais une image du souverain qui est, entre beaucoup de guillemets, assez proche du souverain classique qui va défendre Schmitt. Il utilise, je vais lire le texte, le terme décision, qui est le terme clé pour Schmitt. Je vais lire le texte. Alors, Spinoza commence à critiquer tous ceux qui pensent que le souverain n'a pas le droit d'interpréter les affaires sacrées. Alors, il dit, qui veut ravir cette autorité au souverain cherche, nous l'avons dit, un moyen de s'emparer de l'État. Car, quel est-on à la décision du souverain dès lors qu'on lui dénie ses droits? En latin, il dit nam quim ipsae decernere possum si hoc isdem ius denegatur. Il continue Spinoza. Il ne pourra décider ni de la guerre, ni de la paix, ni d'une affaire quelconque. Il est tenu de prendre l'avis de quelqu'un d'autre qui lui enseigne ce qu'il juge utile et pieux, si ce qu'il juge utile, est pieux ou impie, sacrilège ou non. Tout au contraire, dépendra du décret de celui qui détient les droits de juger
et de décréter ce qui est pieux ou impie, sacrilège ou non. Alors, je trouve que parfois chez Spinoza, il est un souverain décisionniste qui n'est pas l'image d'un dieu chrétien ou d'un monarque absolu, mais quand même il a une souveraineté forte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport à cette lecture. Ben, je dirais deux choses. Et pour Schmitt, Spinoza est le diable, tout simplement à cause du nécessitarisme, c'est-à-dire de la négation du libre arbitre, de la décision, etc. etc. C'est là. À mon avis, c'est pour ça que Schmitt ne peut pas voir Spinoza, que les juifs détestables, aisables, etc. Et puis, dans ce texte du traité politique, je me demande si Spinoza, ce que est en train de faire Spinoza est de justifier ou de fondamenter la nécessité de concentrer toute l'autorité dans les mains du monarque, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait deux types d'autorité dans l'État, l'autorité ecclésiastique d'un côté et l'autorité civique, politique, monarchique de l'autre. Et puis si c'est comme ça, non est. Je parle italien. Oui, vous mettez à parler italien, mais c'est bien. C'est bien. C'est Ma bien. femme est italienne. Ah oui, mais allez-y. On va pouvoir parler latin, italien, espagnol, français. On va tout faire là. Parce que je me vois moi-même en faisant l'effort de ne pas parler en italien. Ceci dit, si est le cas, si j'ai raison, si je lis bien ces textes, il n'est pas important si Spinoza parle d'un monarque qui prend des décisions, etc. Parce qu'au fond, sa métaphysique l'empêcherait de dire sérieusement qu'un monarque peut prendre des décisions volontaires, qu'il peut exister un monarque dans ce sens-là. Si je lis bien Oui, ce texte. j'aimerais bien, c'est une question très très intéressante. Excuse-moi, je fais juste une petite incise. C'est la deuxième question que j'avais envie de poser tout à l'heure. Bon, ça c'est peut-être Schmitt qui ne connaît pas bien Spinoza, ça c'est possible. Ah non, Mais- ça c'est sûr. Oui, bon, d'accord. Alors, mais même dans ce que vous avez dit, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu étonné, cette notion de athéologie, hein, qui est vraiment le fond de l'affaire. Ah non, cette notion est mienne. Oui, j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a chez Spinoza une athéologie du politique? En un sens, oui. La question. Mais ce que vient de dire Mario, j'aimerais le dire d'une autre façon, sous un autre angle. C'est-à-dire, dans le traité théologico-politique, il y a chez Spinoza une très forte présence de la théologie quand même. C'est-à-dire, c'est toute la thèse de Matron, le salut des ignorants. Les Écritures nous apprennent quelque chose que la raison ne peut pas nous apprendre, à savoir le salut des ignorants. Et en plus, Spinoza lit de très près les textes sacrés, il lit l'Ancien Testament en hébreu, il ne connaît pas bien le grec, mais enfin il connaît bien le Nouveau Testament aussi, il a une grande passion pour le Christ, il parle tout le temps de Moïse, il parle tout le temps des prophètes, il fait de longs développements sur toutes les questions de... Et donc on ne peut pas dire qu'il est athéologique. Pour moi, je vois Spinoza vraiment comme quelqu'un qui a établi par la raison qu'une forme de salut était possible, mais il a aussi établi par l'écriture et par l'interprétation de l'écriture qu'une autre forme de salut était possible. Oui. Donc il est très théologien. C'est le livre d'Hélène Bouchillou qui vient de sortir. Il doit voir Oui, voilà. la salut chez Spinoza. Ouais, c'est le livre de Matron, c'est facile. Le livre Voilà. de Donc, Matron. donc il est un peu théologien quand même, Spinoza, non? Si, si. Donc, oui. Oui, Oui.
le nom athéologie politique. Oui. Spinoza est un athée du politique. Si nous prenons les syntagmes théologie politique dans les sons que Schmitt D'accord. les donne. D'accord. D'accord. Tout Mais- simplement comme ça. Moi non plus, je ne dirais pas que la théologie non est pas importante pour Spinoza, etc. Non, non, au contraire. Oui, d'accord. Maintenant, les sons que Schmitt donne à la théologie et à sa vinculation, à sa liaison avec la politique, Spinoza, d'après moi, je pense que Spinoza fait une négation radicale de la possibilité même de parler d'une théologie politique dans ce sens. D'accord. Moi, j'ai encore d'autres questions, mais comme l'heure tourne, je ne veux pas monopoliser. D'autres questions, peut-être? Non? Ah. Je pense quand même, il faut dire, il est théocratique. C'est-à-dire, il est contre la théocratie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Il peut être très bien théologien, il peut être un peu de la théologie. Spinoza. Il peut être même clair. Mais il est d'ailleurs, justement, c'est dans ce texte, on voit bien, en fait, c'est contre la théocratie qu'il lutte dans le traité théologique. Ah oui, oui. C'est Non, le c'était- pouvoir des religieux, enfin des gens de la religion de son époque. Et peut-être que, en fait, c'est pour ça que moi je pense qu'il est un penseur plutôt de la laïcité, qui n'est pas contre la religion. Ça ne veut pas dire contre la religion, ça ne veut pas dire contre la présence des religieux, d'activités, etc. Mais ça veut dire que le pouvoir politique doit être séparé des institutions religieuses. Ça, on voit très bien, et c'est pour cela que c'est pas tout à fait contradictoire avec le fait que dans cette lutte entre le clergé à cette époque et le pouvoir politique, le roi, le souverain, qui disent cette phrase qu'il faut que tous les pouvoirs, toute la décision soit à la main. C'est un peu comme Machiavel. Machiavel aussi, d'ailleurs il est très machiavélien, hein, c'est Spinoza. C'est comme les deux livres, Le Prince et les discours. Ça veut dire en fait que Machiavel aussi, on ne peut pas dire qu'il est pour le prince, il est pour le pouvoir du prince, le pouvoir dictatorial du prince. Non, il est en fait républicain. Mais dans un autre sens, quand il parle d'une situation concrète, il écrit Le Prince. Ouais. Je peux dire quelque chose à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est vrai que Spinoza s'exprime, enfin montre toute l'ambiguïté de Machiavel dans le traité politique, en effet. Mais c'est un passage délicat. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais quand même encore en poser une toute petite. Enfin, ce serait plutôt lever un petit signal d'avertissement pour l'interprétation de Spinoza. Parce que je trouve que parfois, il y a des distinctions qui sont un peu cher payées. Je veux dire par là que vous avez lu un très beau texte, là, je ne sais plus, je ne le sais pas par cœur sur sa référence, quand il dit qu'on ne peut en aucune façon, quand Spinoza donc dit qu'on ne peut en aucune façon confondre la puissance de Dieu et celle d'un roi. Quoi, hein. Ouais. Je pense qu'il faudrait quand même, il faudrait faire attention à ce genre de texte, parce que effectivement, quand on lit ça, on est heureux. Spinoza ne confond pas un homme et Dieu, etc. Mais enfin, je trouve que le prix à payer il est quand même très cher, puisque c'est l'équivocité du terme puissance. Alors, si vous voulez, si vous acceptez chez Spinoza que le mot puissance signifie une chose quand il s'agit de Dieu et une autre quand il s'agit des rois, ou des hommes, ou d'une fourmi, ou d'un chat, c'est cher payé, je trouve, parce que c'est introduire quand même quelque chose de très grave dans le système. Moi, je trouve qu'il faudrait faire attention et de dire à Spinoza tout de suite, d'accord, je veux bien ne pas confondre la puissance de Dieu et celle d'un roi, mais alors pourquoi employez-vous le même mot ? Est-ce qu'on a le droit de dire que le mot puissance est équivoque chez Spinoza? Ça, c'est une solution aristotélicienne. Mais chez Spinoza, on est univocitaire.
Ah oui, mais donc oui, là, oui. il faudrait dire à Spinoza, ça va pas. Ça va pas. Il faudrait employer un autre mot. Vous savez, c'est ce qu'a fait Negri, plus ou moins. Il pense qu'il y a une doctrine de la puissance chez Spinoza, à ne pas confondre avec une doctrine, enfin, potentia, à ne pas confondre avec la potestas. Mais bon, on peut contester cette opposition, enfin, moi, c'est ce que je fais un peu. Mais quoi qu'il en soit, sur la potentia elle-même, c'est un peu, je trouve, faut être un peu prudent, je pense. Oui, oui. Je pense que Spinoza, ce que lui, ce qu'il il veut dire dans cette scolie est que si nous attribuons de la puissance dans ce sens-là à Dieu et à un roi, nous ne comprenons pas ce que veut dire le terme puissance, qui certes est univoque. D'accord, très bien. Non, c'est une bonne réponse. Je suis d'accord. Potestas, potentia. Parfois, ils sont très proches, quand même. Parfois, ils sont distingués, parfois, ils sont proches. Si, mais bueno, Non, mais écoutez, est-ce que quelqu'un veut ajouter ou poser encore une question? Je vois que vous avez été bon. Spinoza, d'après moi, ce qu'il veut dire est que si on pense les actions d'un monarque ou de Dieu en termes de potentia ou de potestas, en faisant comme ça, nous ne comprenons rien de ce que fait un roi, de ce que fait Dieu, de ce que la nature, de ce que la potentia natura. Je veux bien. Et ça me semble un peu programmatique, vous voyez ce que je veux dire? Parce que en réalité, chez Spinoza, la moindre chose, vous, moi, n'importe quel être, n'importe quelle chose singulière, a quand même une puissance et qui est un peu la même que celle de Dieu, quand même, d'une certaine façon. Et pourquoi pas un roi alors? Non, parce que quand nous comparons la puissance de Dieu avec la puissance d'un roi, je crois que Spinoza pense que nous le faisons parce que nous concevons la puissance comme quelque chose qui dépend de notre volonté. D'accord. Jacques Stetter. Oui, non, mais juste en remarque à ce que vous dites là à la fin. Ouais. Je pense qu'en effet, vous ne creusez pas suffisamment en fait, puisqu'il me semble que, en gros, vous dites que ce n'est pas clair en quoi on pourrait distinguer entre plusieurs sortes de puissance pour Spinoza. Mais en soi, c'est pas la peine de filmer. En soi, c'est pas clair, si vous voulez, si on regarde assez près, ce que ça veut dire puissance ou pouvoir. C'est un concept en lui-même qui voilà, quelque part, d'accord, sauve certaines institutions, mais quelque part, évidemment, veut trop dire ou veut rien dire. Donc, une fois que vous commencez, voyez, à vraiment soulever ce genre de questions vraiment, je pense, importantes, vous mettez en doute tout le système de Spinoza. Et ce n'est pas que le concept de puissance ou pouvoir qu'il faudrait interroger. Cause, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cause? Enfin, plein d'autres. La semaine ou il y a 2 semaines, je parlais de l'expression chez Spinoza. Un concept extrêmement important pour son système, mais ce n'est pas clair ce que ça veut dire pour qui que ce soit, je pense. Pour Spinoza aussi. Donc vous avez souvent chez Spinoza des concepts mal analysés ou analysés. Et oui, on peut demander alors pourquoi il n'a pas inventé un mot, mais peut-être même avec notre mot, on aura le même problème. Parce que c'est un problème conceptuel, je dirais, plus général, et puis qui correspond effectivement à une évolution dans la nature des sciences, enfin l'état des sciences à son époque, notamment pour ce qui est cause ou puissance, je pense. Vous avez évoqué Aristote, et puis bon, effectivement, on peut dire que Spinoza aurait droit à contester une sorte de pluralité de puissance dans
qui justement relève d'un paradigme aristotéliens, ça, on dirait d'accord, parce que forcément, il remet en doute tout ce paradigme, toute cette science qui était appuyée sur ces conceptions de puissance, des pouvoirs, quand des choses en fonction de leur forme, de nature, etc. Donc oui, mais après, c'est pas qu'il est mieux sorti avec un concept de pouvoir, parce que peut-être c'est le concept de pouvoir lui-même qu'il faudra éventuellement jeter à la poubelle. Vous comprenez? Bon, la notion de loi, par exemple, la science aujourd'hui on prend des lois, on fait des causes, des pouvoirs, parce qu'on voit que ça marche pour. Enfin, certains en parlent quand même, mais enfin, il y a eu une tendance quand même à s'éloigner de ces notions-là. Tout à fait. Donc, bon, ça revient un peu à la mode d'ailleurs, mais c'est pas grave, je veux dire. En tout cas, vous posez une bonne question. Je pense que une fois que vous entrez dans cette porte-là, vous êtes. Enfin, tout est possible, vous voyez. C'est le grand chaos. Parce que... Si Dieu est mort, tout est permis. Ouais, c'est ça. Alors, si pouvoir et puissance se distinguent mal, alors tout est permis. Et tout le système commence à s'écrouler. Faut effectivement, voilà, je ne sais pas. Accepter, il faut payer cher, en effet, vous avez raison, il faut payer cher cette distinction, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il a été obligé de payer cher, lui, ça, on peut demander pourquoi il a payé ça cher. Qu'est-ce que ça lui permet à dire par ailleurs? Je pense que la réponse que vous avez donnée est très bonne. Très bien, en fait. Très Cette idée que la notion de volonté joue un rôle très important pour Spinoza dans le fait que, dans le fait que le pouvoir, puissance de Dieu n'est pas comme celui du roi. Évidemment, il y a un raisonnement sous-jacent au sujet de la volonté. Je pense que, en effet, c'est là l'intuition, enfin, qu'il exprime peut-être pas très bien. Bon, après. Mais en tout cas, c'était intéressant, je crois. Disons que le texte qui reflète un peu, ou qui se reflète un peu dans cette escolie, l'appendice à la première partie, où Spinoza dit les hommes pensent que Dieu est comme eux-mêmes croient qu'ils sont. Ils se trompent. Ils se trompent. Non est que Dieu soit, disons, ce que les hommes sont élevés à une puissance maxime, etc. Non, non, non. Les hommes se trompent eux-mêmes quand ils pensent que Dieu est comme eux, omnipuissant. Bon. Et donc, c'est une erreur qui Non, mais... impossible en tout cas, de percevoir bien sûr. pour les hommes même. Écoutez, on a dépassé un peu le temps, donc on va mettre un terme à cette séance, sauf si vraiment il y a quelqu'un qui a absolument envie de poser une dernière question. Non? Bon, dans ce cas-là, on se retrouve, donc d'abord on remercie encore une fois notre conférencier, et on se retrouvera donc jeudi 16 mai, donc dans un mois maintenant, pour une conférence de Henri Atlan sur Spinoza et la biologie contemporaine, et si sa santé lui permet, j'espère que Tony Negri viendra donc le 20 juin clore cette année de séminaire. Merci le beaucoup. 14 juin, c'est ça. Voilà. Ça sera le moment de reprendre la discussion. Voilà, Potentia Potenstas. Merci, Richard. Alors.